Bonjour, moi c'est Lisa. Moi, je m'appelle Alice. Donc, nous travaillons toutes les deux à Winband, qui est une agence de conseil en inbound marketing et de prestations, et qui fait aussi du social selling. C'est une agence qui fait partie de MV Group, qui est un groupe spécialisé en stratégie digitale. Moi, je suis responsable des expertises. Et moi, je travaille en tant qu'inbound marketer chez Winband. Alors en B2B, ce qu'on observe souvent, c'est que en fait, vous générez du trafic sur votre site web, mais en général, vous avez moins de 2% de ce trafic qui est réellement prêt à acheter et qui va être converti en fait via des formulaires de demande de contact, de devis, etc. Et donc le but du lead nurturing en B2B notamment, c'est de venir vous adapter en fait à la maturité de ces prospects qui viennent sur votre site et de les engager, quelle que soit leur étape dans le parcours client. On observe également des parcours d'achat qui sont assez longs. Et de ce fait, on doit trouver des moyens de les réengager en fait, régulièrement. Et c'est pour ça que ça marche très bien, le lead nurturing en B2B. Alors tout d'abord, s'équiper, ça me paraît assez primordial. En fait, le lead nurturing, ça va être une succession d'actions qu'on pourra faire effectivement avec des outils un peu indépendants, mais sans un outil de marketing automation, c'est très difficile d'en mettre en place parce que vous allez être amené à faire des imports, des exports très régulièrement et ça va rendre la tâche très très longue. Alors que si on s'équipe, on a tout dans un logiciel, ce qui rend la tâche beaucoup moins lourde au quotidien. Et également, ce qu'on a besoin en lead nurturing, c'est d'avoir une bonne base en contenu. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est vraiment le socle de la stratégie. Parce que si on délivre des messages creux sans valeur, ça n'aura aucune incidence sur vos leads et sur leur cheminement dans leur cycle d'achat. Je dirais aussi que la première étape, vu que l'objectif du lead nurturing, c'est d'alimenter les leads avec le bon contenu au bon moment, en personnalisant votre approche, c'est de bien définir déjà à la base stratégiquement ce qu'est un lead pour vous et comment vous... par exemple, ça va passer par une mise en place d'ateliers, d'enquêtes qualitatives pour définir vos personas, pour définir leur parcours client. Et derrière, ça va aussi passer par un alignement entre vos équipes marketing et vos équipes commerciales pour définir ces fameux critères. Qu'est-ce qu'un lead pour moi? Qu'est-ce qu'un lead idéal? Et derrière, ça vous aidera à notamment paramétrer les outils de marketing automation en accord avec cette stratégie. Donc c'est un peu ça les grands prérequis, c'est de définir sa stratégie de base, ses objectifs, ses personas, de choisir les bons outils, de les paramétrer et derrière de déployer des campagnes de contenu qui sont adaptées à chaque moment, à chaque persona, à chaque parcours client. Je pense que le début, il faut commencer simple sur des processus vraiment 3 étapes, par exemple, 3 étapes à mettre en place. Passer de quelqu'un d'un contenu de prise de conscience à un contenu considération. Ça peut être un début à mettre en place avec seulement 2-3 mails. Et en fonction, en termes de workflow, de voir comment ça réagit. De voir si le cheminement entre un contenu 1 et un contenu 2 se passe bien. Pour un marketeur qui n'aurait pas forcément beaucoup de contenu, c'est effectivement aussi investir du temps dans le contenu. On en a parlé tout à l'heure, effectivement c'est quand même le nerf de la guerre et il faut absolument en faire du contenu de qualité. Première étape, je dirais, c'est aussi d'embarquer votre direction pour qu'elles alignent en fait les objectifs de vos équipes et qu'elles arrivent à vraiment influencer les équipes pour que tout le monde adhère à cette stratégie. Parce que et que tout le monde la comprenne. Tout le monde la comprenne bien déjà et ensuite qu'il y ait une réelle adhésion au sein de vos équipes. En nurturing, c'est souvent de vouloir faire trop, un peu comme ce que disait Alice tout à l'heure, de vouloir faire des scénarios, des workflows à 36 étapes. Très alambiqué, Allez-y pour corriger des workflows qui sont à 36 étapes, déjà pour isoler le problème et savoir ce qui ne va pas. On commence, je pense, plus facilement à 3 étapes et voilà, avec des workflows simples pour les optimiser. On a aussi pu remarquer qu'effectivement, parfois, on a tendance à surévaluer la maturité de certains prospects. L'avancement peut être trop rapide dans le tunnel de conversion et c'est des choses qu'il faut adapter en tant que marketeur. On se dit, bon, voilà, il a téléchargé 4 de nos ressources. Pour moi, il est prêt. En réalité, si on ne parle pas avec les commerciaux, on ne parle pas avec l'équipe de vente,
on va pas savoir si la personne est réellement prête. Et c'est qu'en faisant ces points avec nos commerciaux qu'on va être capable de dire ah là ok je me suis trompée, j'ai surévalué la chose, la personne n'est pas réellement prête, elle n'est pas prête pour la vente, elle s'informe beaucoup sur le sujet. Ça veut pas dire qu'elle est entre guillemets à mettre de côté tout de suite, mais elle n'est pas prête pour le SQL, elle n'est pas prête pour passer en vente. Et ça, c'est des choses que je pense qu'on a tendance à faire en tant que marketeur, à se dire ça y est, c'est prêt, on peut l'envoyer en sales. En fait, il peut y avoir des deux. Parfois, vous êtes ou l'inverse. Trop, entre guillemets, trop optimiste et vous envoyez des leads qui ne sont pas matures. Et parfois, au contraire, vous avez fait des workflows sur des critères de Sales Qualified Lead qui sont très très restrictifs. Très pointus. Ouais, très pointus. Et ce qui peut arriver aussi, c'est d'avoir des critères que vous ne demandez pas en fait dans les formulaires. Ça nous est arrivé parfois. Où en fait on se disait, tu passes automatiquement en SQL les gens qui ont le téléphone par exemple renseigné. Et en fait on se rendait compte que le téléphone n'était demandé que dans certains formulaires et pas dans tous, en smart et à une étape très très éloignée en fait dans le processus de vente. Donc on n'avait aucun SQL, mais c'est juste qu'on a mal pensé notre automatisation. Donc il faut aussi parfois un peu prendre du recul par rapport à l'automatisation et tous les mois, au moins au début, surveiller ce qui se passe. Surveiller ce qu'on fait en fait. Je conseille Plaisy tout simplement parce que déjà l'outil il est simple, il est ergonomique, il est simple d'utilisation. Et il y a beaucoup d'outils qui sont basés sur une partie automatisation qui est très poussée, qui peut être un petit peu intimidante. Et Plaisy a pensé les choses de sorte à ce que ça soit facile à mettre en œuvre. En quelques clics, on peut mettre en place une newsletter basée sur un flux RSS automatisé. On peut mettre en place des campagnes intelligentes. Donc, Plaisy expliquera bien mieux que moi ce que c'est, mais en gros, vous pouvez vraiment automatiser l'envoi du bon contenu au bon moment à la personne en fonction de ses centres d'intérêt et son score. Et donc, je trouve ça vraiment adapté pour des entreprises qui n'ont pas forcément, par exemple, des équipes marketing très dimensionnées, qui n'ont peut-être pas les ressources ou même en interne en termes de temps, de budget, etc. Qui ont quand même besoin d'autonomie, je pense. Qui ont une certaine envie de progresser sur le web, mais qui ne peuvent pas forcément se lancer sur des choses très très pointues. Plaisy, c'est vraiment une solution idéale pour eux. En plus, le service client est top, on peut le dire. Ça, c'est quand même une différence. C'est un avantage énorme, je pense. Par rapport aux autres plateformes, clairement. Bah oui, l'équipe. Je crois qu'on leur lance assez de fleurs comme ça, mais. Mais bon, ça fait du bien de le répéter de temps en temps. Donc voilà, on peut que conseiller cette plateforme pour l'usage, en tout cas pour les PME, etc., dès qu'elles veulent se lancer en nurturing.